Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cet épisode que je souhaitais réaliser depuis longtemps. En effet, cela fait des années que je souhaite établir des liens entre deux de mes passions. D'un côté, la médecine, le métier qui me fascine depuis tout jeune et qui s'occupe peut-être aujourd'hui un peu trop des corps. Et de l'autre, la philosophie, qui m'accompagne depuis plusieurs années et qui me donne des clés afin de comprendre les humains et s'occupe donc bien mieux de leurs esprits. Mon invité aujourd'hui a réalisé la prouesse de devenir non seulement médecin, mais également philosophe à seulement 31 ans. Elle s'appelle Belkis Rabier et elle va peut-être pouvoir me dire si l'on peut trouver un bon usage de la philosophie dans un cabinet médical. Et si nous devrions, au moins un petit peu en tant que médecin, suivre son exemple et devenir philosophe nous-mêmes, comme l'ont été certains de nos illustres prédécesseurs. Bonjour Belkis. Bonjour Mathieu. Belkis, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon interview. Je le précisais dans ton introduction, tu as 31 ans, tu es originaire de Zarzis en Tunisie, et tu as quand même la faculté extraordinaire de cumuler 3 casquettes, si je peux dire comme cela. La première, c'est que tu es spécialiste en psychiatrie et surspécialisé en médecine du sommeil. Tu as donc une activité partagée entre la psychiatrie et les explorations fonctionnelles du système nerveux. Ta deuxième caractéristique, c'est que tu es philosophe. Tu es doctorante en philosophie, phénoménologie et éthique à l'école doctorale de la Sorbonne, dont ton directeur de thèse est, je crois, le professeur Renaud Barbaras, qui a eu le grand prix de philosophie de l'Académie française quand même. Et tu es, dans une troisième casquette, illustratrice, et on te connaît sous le nom Dessine-moi la médecine, notamment sur Instagram. C'est une excellente présentation et un très très beau résumé effectivement. Donc mon activité principale maintenant est celle de médecin, de psychiatre et de somnologue quand je ne suis pas en Auvergne-Rhône-Alpes et plutôt en région parisienne. Je termine en parallèle mon doctorat, ma thèse de philosophie. Alors, je m'excuse de te poser cette question parce que je pense qu'on te la pose tous les jours. Néanmoins, quand on voit ton CV, on se pose quand même inévitablement cette question. Comment est-ce que tu as fait pour cumuler ces 2 carrières de médecin et de philosophe qui sont quand même ultra exigeantes? Alors, on me pose pas si souvent que ça la question en fait au final, mais je pense que c'est des choses qui sont arrivées à la fois petit à petit, mais tout a commencé en même temps et ça a commencé tout doucement en philosophie. J'ai commencé par une licence de philo générale que je prenais avec beaucoup de légèreté. C'était vraiment pour ma culture et je n'y suis pas allée dans l'objectif de me dire: «Tu vas finir en doctorat de philo». J'y suis allée en me disant que j'avais envie d'avoir plus de culture, que la philosophie me manquait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, plus les années sont passées, plus la charge de travail a augmenté, mais ça s'est fait de manière très subtile et tellement subtile que je l'ai pas tout à fait capté jusqu'à ce que ça se termine en fait à chaque fois. Et je pense malgré tout qu'en médecine, on est quand même conditionné, je pense, pour gérer une charge de travail extrêmement importante sans même s'en rendre compte. Donc je vois aussi le CV de mes collègues que je trouve tout aussi incroyable. Mais tu les as fait en même temps, le parcours de philosophie et le parcours médical? Je les ai faits en même temps. J'ai donc redoublé ma PACES et lors de ma deuxième PACES, la philosophie me manquait. C'était une discipline que j'ai connue comme tous les lycéens en terminale et je me suis un peu renseignée durant ma deuxième PACES et avant de m'inscrire, il y avait des places qui restaient en licence de philo générale dans un système d'éducation à distance. Donc c'est dans les facultés, mais ça s'appelle les SED, donc les SED. Et j'ai envoyé mon dossier, j'ai été acceptée et c'est comme ça que ça a commencé. Et par exemple, comment tu fais pour cumuler des stages en tant qu'externe et ceux d'interne, qui sont quand même exigeants, avec ton travail en fac de philo et notamment la rédaction de ta thèse avec un professeur de philo comme directeur de thèse?
Alors, durant les études, durant l'externat, il y a pas eu trop de soucis. La philosophie est restée pendant très longtemps quelque chose de super théorique. Donc en licence, c'était que des examens sur table et que des dissertations. Donc jusqu'à très tard, durant mes études, j'ai continué à faire l'exercice de la dissertation, ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et après, durant l'externat, on a dû faire un stage pratique pour le master de philosophie, qui était un stage d'étudiant de philosophie à l'hôpital, donc un stage en éthique. Et là, j'ai pu en fait doubler un stage d'externat que j'ai fait passer pour un de mes stages de philo. Donc c'est un stage en neurologie, et donc j'ai pu faire non, pardon, un stage en soins palliatifs, ouais. J'ai fait donc le master 1 avec le mémoire de stage sur un stage que j'ai fait valider pour mon externat également. Durant l'internat, ça a été archi compliqué de cumuler les deux. Je l'ai pas commencé tout de suite. J'ai été interne, c'était la fin de ma deuxième année que j'ai postulé dans pas mal d'écoles doctorales de philo. Et en fait, l'école doctorale qui a été la moins exigeante avec moi était celle, et qui était aussi celle que j'avais envie de faire, était celle qui avait mon inscription. J'ai été acceptée dans 3 écoles doctorales, celle de Clermont-Ferrand où j'étais. Je me suis dit que ça serait le plus logique, ça serait le plus facile aussi à gérer. Mais j'ai aussi été acceptée à la Sorbonne et j'ai aussi été validée en acceptation à l'École normale supérieure. Et c'était vraiment l'ENS qui était le rêve. Sauf que l'ENS n'était pas tout à fait, n'était pas du tout d'accord avec le fait que je garde une activité à temps plein. Je leur ai dit que je pouvais pas arrêter l'internat, que je comptais pas arrêter pendant des années l'internat, c'était pas possible. Et eux exigeaient une présence, de diriger des cours, ce que l'école doctorale de la Sorbonne n'a pas exigé. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai tranché. Incroyable. Donc en fait, tu as été admissible à l'ENS, quoi. Oui, bah, j'avais un directeur de thèse qui était tout à fait d'accord pour encadrer la thèse et il m'a dit de voir avec le directeur de l'école doctorale si c'était OK les exigences que j'avais et qui étaient pas seulement les miennes, qui étaient aussi celles de ma coordinatrice de DES, sachant qu'on a aussi une thèse à valider en médecine pour être docteur junior, donc on a aussi bon, malheureusement des obligations auxquelles on peut pas échapper. Et on peut faire une dispo de 6 mois, maximum 1 an, mais pas plus. Et pour moi, c'était pas possible. Très bien. Donc du coup, finalement, tu l'as fait à la Sorbonne. C'est ça. Hem, qu'est-ce que c'est pour toi la philosophie? Alors, très vaste question. La philosophie pour moi, sur le plan personnel, a été la matière coup de cœur que j'ai eue, en fin d'adolescence. Ça a été j'y ai trouvé beaucoup de réponses à beaucoup de questions qu'on se pose quand on est ado. J'avais un prof de philo en terminale, très bien aussi et qui a su, nous poser des questions de dissertation qui a vraiment éveillé notre curiosité, éveillé notre conscience en fait, sur la place du travail dans la société, la conscience chez la personne, l'utilité de l'art dans la société. Toutes ces questions qu'on se pose quand on est ado et sur lesquelles on n'arrive pas non seulement à mettre des réponses, mais aussi des concepts et puis une véritable réflexion en fait. Par la suite, la philo, avec tous les exercices de dissertation, me permet jusqu'à aujourd'hui de garder une très jolie écriture de médecin. J'ai pas du tout l'écriture de médecin. Et puis ensuite, moi, ça me permet toujours d'avoir ma bulle de réflexion et de trouver vraiment des mots sur toutes les questions que je peux me poser, vraiment trouver quelque chose. On dit souvent que la philo est hyper théorique, hyper abstraite et pas du tout compréhensive. Mais au final, au contraire, hein, moi, toutes les questions que je me pose, j'y trouve, si c'est pas forcément des réponses, mais j'y trouve en tout cas des mots. OK, et je te cite dans une précédente interview: «La philosophie me rassure dans le sens où je sais que d'autres philosophes se sont posés des questions, je me sens moins seul». Donc non seulement tu trouves des réponses, mais c'est en te plongeant dans le travail d'autres philosophes, parfois d'illustres prédécesseurs, que tu trouves des réponses aux questions que tu te poses. Ah oui, 100%. Vraiment, je pense pas du tout être le seul médecin à se questionner constamment sur ce qu'on est en train de faire, la valeur de notre travail, la place qu'on a dans la vie, des personnes, la place qu'on a dans la société et tout ce qui fait que la médecine est devenue ce qu'elle est et la manière dont elle évolue. Hem,
je trouve qu'on se sent tellement perdu et tellement petit dans ce système-là, dans tout ce que c'est, et c'est tellement intimidant que quand on repart en arrière et on lit pas mal de bouquins ou juste des extraits de livres, où on se dit: «Eh beh, j'étais pas la seule à me dire que, la médecine, c'est un peu la jungle», et je trouve que c'est, effectivement super rassurant. Ouais, et il y a un truc que je trouve extraordinaire en philosophie, tu sais, c'est comme quand tu es petit, tu arrives à résoudre un problème de mathématiques et tu as compris le mécanisme et tu as quelque chose qui s'illumine en toi. La philosophie, je trouve, c'est cette illumination qu'on peut ressentir quand on lit un philosophe qui a mis en mots exactement ce qu'on avait dans la tête. Moi, j'avais l'impression des fois, ça m'arrivait plusieurs fois, d'avoir des comme ça, des pensées que je ne pouvais même pas mettre en mots, qui étaient en moi et je n'avais pas la faculté technique de pouvoir mettre des mots dessus. Et c'est parfois en lisant certains philosophes que je me suis rendu compte que c'était exactement ce qu'il y avait dans ma tête, mais désorganisé. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Je te rejoins à 100 sur ton ressenti parce que c'est exactement ce que je ressens, quand j'ai découvert, la philo et puis après surtout les philosophes, de la médecine. Ah, on va y venir. Alors, pourquoi la médecine, puis la philosophie dans ton parcours? Alors, je vois que tes thèses, à la fois en médecine et en philo, se rejoignent notamment sur l'étude du sommeil. Ta thèse de psychiatrie, c'est exploration du sommeil chez les patients à ultra haut risque de transition vers la psychose versus contrôle. Et ta thèse de philosophie, c'est altération de l'architecture du sommeil à propos des états de psychose du point de vue du médecin et du philosophe. Donc je vois que de façon académique, tu as réussi à trouver un point commun entre ces deux disciplines au moment de la thèse, mais est-ce qu'il y a chez toi des points communs qui remontent en avant de ce travail très formel sur le sommeil entre la médecine et la philosophie? Alors au départ, franchement non. Vraiment, quand j'ai fait, la licence de philo et que j'étais en parallèle première année, deuxième année, troisième année de médecine, c'était 2 mondes complètement différents. Ah d'accord. 2 univers complètement différents. C'était déjà une licence de philo générale, donc on faisait de la philosophie, de l'histoire, de l'épistémologie, on lisait Kant, on faisait de la philo politique, c'était super intéressant. Mais c'était, j'avais l'impression d'être dans 2 univers différents, même, concernant, l'ambiance de la promotion. Mes camarades de classe, ça n'avait rien à voir. Les étudiants en médecine, les étudiants en philo, c'est des créatures complètement différentes. Mmh. Même les professeurs, le rapport avec les professeurs, comment l'administration nous parlait, ce qui était attendu de nous. J'avais l'impression d'avoir, 2 vies complètement différentes, en fait, et c'est ce qui m'a fait très, très peur, pour la suite en me disant, «Si je me lance dans un master, quel master je vais faire pour donner du sens à tout ça?» Parce que beaucoup de branches de la philosophie m'intéressaient, mais étant étudiante en médecine à côté, je ne savais pas à l'époque quelle spécialité je voulais faire, mais j'avais quand même envie et besoin d'apporter de la réflexion à ce que je faisais moi. J'avais besoin, vraiment de trouver, cette communauté, même si c'est une communauté, dans les livres, mais c'est quand même une communauté qui pourrait, m'aider à avancer et puis à devenir un peu le médecin que je voulais être. D'autant plus qu'à ce moment-là, l'externat est commencé, on mettait vraiment un pied dans l'hôpital en tant qu'étudiant en médecine, donc pas deuxième année, troisième année, vraiment externe, et qu'on allait à la rencontre des patients d'une manière très différente. Et c'est là que j'ai fait un master en éthique parce que c'était, à ce moment-là, je devais toujours rester dans un système d'études à distance, donc il fallait aussi que je trie un peu les masters, et le master en éthique, c'était ce qui était, le plus logique pour moi. Donc c'était un master recherche en éthique du soin, réflexion sur, l'humain en général, et c'est vraiment le master, qui m'a complètement réconciliée avec la médecine et avec, l'image du médecin moderne. Je trouvais je n'avais pas forcément une mauvaise image des médecins modernes, mais je ne trouvais pas, je ne voyais pas, hem, chez mes chefs, chez les PU, chez les chefs de service, le médecin que j'aurais vraiment voulu être, que j'avais vraiment envie d'être. Et je pense qu'en trouvant la philo, l'éthique et du coup
Mon directeur de mémoire pour mon master 2, c'est, le professeur Jean-Jacques Marimbert qui, a été médecin, puis a enseigné la philosophie à Toulouse et même le trouver lui, j'avais l'impression de trouver une licorne. Je me suis dit: «Oh, ça c'était un médecin et en plus il a fait de la philo, donc c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir, me montrer, en vrai comment ça fonctionne» et j'ai pas été déçue et il a, super bien encadré, le mémoire. Il a très bien compris ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, ce que je voulais savoir et c'est vrai que c'est vraiment ce master-là qui a vraiment fait cette fusion, des 2 mondes. Mais avant ça, c'était très difficile de trouver des points communs. Et donc c'est ce master d'éthique qui t'a permis de rejoindre la philo et la médecine et d'alimenter ta carrière médicale? Tout à fait, à 100. Quand je suis arrivée au master d'éthique, nos exigences, de lecture obligatoire ont complètement changé. Quand on faisait de la philosophie, générale, on lisait un petit peu de tout et là, c'était vraiment orienté, éthique et on avait des cours, moi j'ai fait donc le master à Toulouse, c'était des cours dans l'hôpital à Toulouse, donc là, j'étais vraiment en train de faire de la philosophie à l'hôpital et le stage en master 1 qui a été donc un stage, de philosophie à l'hôpital, était vraiment pour moi, c'était incroyable, c'était impensable, c'était extraordinaire, d'arriver à l'hôpital et de pouvoir avoir aussi le luxe, de prendre un peu de recul et de pouvoir vraiment apporter uniquement des questions philosophiques sur les soins, sans vraiment, se préoccuper du reste. J'ai trouvé ça super intéressant. Et qu'est-ce que tu as appris en pratique? Alors en pratique, en philo, c'est vrai que, la philo et la médecine, on a l'impression qu'en philo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très théorique, c'est beaucoup de blabla, c'est très abstrait, alors que la médecine, c'est pratique, faut le faire, faut faire ça dans le tas et au final, pas du tout. Je trouve qu'en pratique, la philosophie permet vraiment de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. En fait, tout simplement, ça permet de prodiguer des soins conscients et ça permet vraiment, comme on l'a dit un peu plus tôt, mais vraiment de mettre des mots sur tout ce qui nous embête. Je trouve qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, on est tous un peu embêtés par des choses, on sait pas trop ce qui nous gêne en plus et on se dit, je sais pas, cette consultation, j'ai senti que j'étais loin de la personne, que j'ai pas vraiment fait ce que j'avais à faire, c'était pas, très épanouissant comme moment, je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce qui me manquait et moi, la pièce du puzzle manquante, c'est vraiment la philosophie. Passionnant, OK, donc ça te permet un petit changement de posture, peut-être une mise en recul pour essayer de voir des choses qui te seraient passées inaperçues en tant que médecin, lambda. C'est ça, c'est ça et d'autant plus, par la suite, encore une fois, les choses sont bien faites, hein, parce que je ne pensais pas aller jusqu'au doctorat de philo, comme je ne pensais pas, faire psychiatrie et au final, j'ai fait psychiatrie et en arrivant en psychiatrie, ça a été d'autant plus nécessaire pour moi d'avoir des questionnements philosophiques au-delà des questionnements éthiques que tous les médecins se posent. La psychiatrie, sachant que la médecine de base a vraiment été basée sur le dualisme, de Descartes, cette, voilà, corps, esprit, tout ça. On arrive en psychiatrie et c'est vrai que là, on est propulsé dans un monde, où, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'être, il y a l'identité, il y a la conscience, il y a la destruction de la personne, il y a la temporalité, il y a tellement de choses qui nous submergent d'un coup, qu'on sait plus comment être un bon médecin. Et je pense vraiment que ça m'aide à la fois à être un bon médecin et à me permettre aussi à trouver une certaine motivation pour, continuer également à être, compétente, en fait. C'est assez ironique, hein, parce que quand on parle comme ça: «Ah oui, je prends une posture, je prends un peu de distance», on dirait qu'on va s'asseoir et qu'on va, écrire un poème sur le patient, mais c'est pas le cas. Au contraire, toutes ces choses me questionnent tellement que j'ai vraiment envie d'en apprendre encore plus sur ma spécialité pour aider encore mieux mon patient, pour, être, être un meilleur médecin, en fait, tout simplement. Je comprends tout à fait. Est-ce qu'on peut te situer quelque part dans le grand corpus, philosophique mondial? Alors quand j'ai fait le master en éthique, le philosophe qui m'a vraiment portée et le livre, qui m'a propulsée, dans tout ça, ça a été «Écrits sur la médecine» de Georges Canguilhem.
Georges Canguilhem est un philosophe médecin qui est, incroyable et qui a écrit des choses, incroyables et vraiment quand je l'ai lu, je me suis dit: «OK, c'est bon, je sais ce que je veux faire maintenant». Donc au C'est départ le normal et le pathologique, c'est lui? c'est ça, ouais, le normal et le pathologique. Donc au départ, je pense que j'étais vachement, c'est ça, tout ce qui était normal, pathologique, mais selon la définition de Canguilhem, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En tant qu'étudiant en médecine, sachant qu'on n'y pense pas quand on est étudiant en médecine, quel est l'intérêt de définir le concept de la santé, de la maladie? À quoi ça sert de vraiment déterminer c'est quoi la santé, c'est quoi la maladie? Puis après on lit des phrases super bateau: «Oui, la maladie, c'est le fait de pouvoir se relever, machin, blablabla» et après en avançant, durant l'externat, puis de l'internat, surtout en arrivant en psychiatrie, là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est hyper important de savoir ce qu'est la santé, ce qu'est la maladie dans vraiment des définitions, parce qu'après on peut nommer n'importe quoi maladie, en fait» et surtout en psychiatrie. En Mmh mh. psychiatrie, j surtout en pédopsychiatrie, j'ai eu des jeunes qui sont venus avec, toutes sortes de plaintes qui étaient tout simplement qui faisaient partie du vécu de la personne et qui, pour eux, c'était des symptômes, ça devenait des symptômes. Les émotions devenaient des symptômes, toutes les émotions devenaient des symptômes et c'est là qu'on voit vraiment à quel point c'est hyper important de savoir effectivement quelle est la santé, quelle est la maladie et tout ça a été très, très révélateur pour moi au moment où j'ai lu Canguilhem et puis après par la suite j'ai découvert donc, au-delà de seulement les philosophes qui étaient médecins, les psychiatres qui étaient philosophes et là pareil, les des d'énormes descriptions phénoménologiques que Henri Hey écrivait, sur, toutes ses observations sur l'épilepsie, à l'époque où neurologie et psychiatrie étaient la même spécialité et où les asiles, comme ils les appelaient à l'époque, accueillaient les patients qui souffraient d'épilepsie. C'était des descriptions, mais phénoménologiques sur le vécu, sur, ce que cela voulait dire, d'avoir des hallucinations, et toutes ces descriptions étaient vraiment magnifiques, très éloignées du DSM-5 à présent, là on est vraiment plus statistique, mais c'était aussi, superbe. Donc en lisant ça, je me suis dit: «Ah ouais, la phénoménologie, ça m'intéresse, vachement» et donc c'est pour ça qu'après, j'ai un peu, divagué, j'ai pas fait un doctorat en éthique, moi je fais un doctorat en phénoménologie, hem parce que ça me permet vraiment de dépasser ce dualisme cartésien et c'est à ça qu'elle sert de toute façon la phénoménologie et de questionner la subjectivité de la personne sans vraiment en dénaturer le sens. Donc là, je pense que je me situerai plus, ouais, vers la phénoménologie, hem et puis, après j'ai comme tu l'as dit d'ailleurs, le professeur Renaud Barbaras, qui est incroyable et celui donc, qui, encadre ce travail de thèse et donc je pense que je serai plus dans cette lignée-là de philosophes. La phénoménologie, on le rappelle, c'est, extrêmement compliqué à décrire, mais dans ma tête, c'est la description et l'analyse subjective des phénomènes qui se Mmh. présentent à un individu, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est, recueillir la subjectivité du patient, tout en y gardant, le sens et également le poids de son vécu, à travers tout ça. Et ce qui est fascinant, c'est que, pour le coup, la phénoménologie, ça va complètement à l'encontre des classifications et notamment de celle du DSM-4 qu'on connaît tous. Mmh mh. C'est exactement ça. Moi, ça a été, et Jean-Christophe Rufin le dit aussi beaucoup, hein, qui lui est neurologue et il a fait un clinica en psychiatrie et il écrit des bouquins maintenant, il a été prix Goncourt, il est c'est aussi un médecin hyper intéressant et il l'avait dit en faisant son clinica en psychiatrie, il a pas du tout trouvé ce qu'il cherchait parce qu'il est tombé sur le DSM-5 et c'est des classifications purement statistiques, en fait. On en a besoin en pratique de pouvoir effectivement mettre les patients dans des cases parce qu'on est en médecine et qu'il faut, il faut coter, il faut mettre, tous nos petits codes, il faut savoir un petit peu ce qu'on est en train de faire et de rendre quand même ça, homogène. C'est aussi important parce que sinon c'est très compliqué de rendre la psychiatrie homogène, mais c'est vrai que ça dénature beaucoup, le vécu de la personne. Tu nous as cité quelques-uns de tes mentors en philosophie. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aurais envie de mentionner? En philosophie, non, c'est vraiment ceux-là qui m'ont le plus marquée avec, mes directeurs de mémoire et de thèse et puis après en psychiatre, philosophe qui fait aussi de très belles descriptions sur la schizophrénie, il y a Eugène Minkowski que j'aime beaucoup. Hem, voilà, ça c'est vraiment ce que j'affectionne. OK. Est-ce que tu as des mentors médecins qui sont pas philosophes?
Hem, C'était très difficile, hein, pour moi au départ de trouver des mentors médecins. Je trouve que nous tous étudiants en médecine, quand on vient en médecine, on a des attentes et on a des idées et c'est pas forcément, ce qu'on trouve au final. Donc ça a été compliqué au départ. Je pense que durant mes études, malheureusement non, je n'en ai pas eu. Durant l'internat, oui. Hem, des médecins qui ne sont pas philosophes, que j'ai cités un peu plus tôt, il y a Jean-Christophe Rufin, que je trouve Mmh. hyper intéressant. Il a une vie tellement riche, il a fait tellement de choses, que ça m'a fait du bien de le rencontrer, juste parce que c'est un médecin qui a fait d'autres trucs à côté et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Une autre médecin, bon, qui elle est philosophe, psychiatre, psychanalyste et qui gère la chaire de philosophie, à Paris, qui est le docteur, Cynthia Fleury, que je trouve aussi, très passionnante. Et après en médecin, qui ne sont pas philosophes et qui sont des mentors, des exemples, il y en a eu beaucoup durant l'internat et heureusement, il y a eu les médecins qui ont encadré ma thèse, le professeur Fantini, le professeur Georges Brousse, qui sont tous les 2 hem, hyper intéressants avec aussi, des parcours, impressionnants et puis après énormément de collègues que j'ai pu rencontrer, les médecins qui ont fait partie de mon jury, hem, j'ai pas très envie de les citer parce que je sais pas s'ils seraient d'accord en fait avec ça. Mais après il y a eu aussi beaucoup de médecins qui sont devenus plus que des collègues, hein, vraiment des amis et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai pu trouver une certaine réciprocité dans pas mal de mes questionnements et dans pas mal de ma manière heu, de de pratiquer la médecine et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Très bien, ça fait, beaucoup de monde dont on pourra se plonger dans le travail. Belkis, est-ce que tu as des concepts philosophiques qui t'aident dans ton métier de médecin et que tu pourrais nous partager? Alors, il y en a plusieurs, hein, quand même, des concepts philosophiques qui peuvent m'aider. Celui qui m'a le plus aidée, je vais vraiment repartir quand j'étais étudiante, en master et c'est le concept qui a, autour duquel j'ai construit mon mémoire de master. Ça a été, la métaphysique, mais la métaphysique, occidentale, dans le sens de Heidegger. À l'époque, j'aimais beaucoup Heidegger, parce que j'ai fait mon master 2 sur, la neurologie. Je voulais le faire en général, sur, les sciences du cerveau et parce que j'avais fait un stage en fait en neurologie à ce moment-là et beaucoup d'élèves avaient déjà pris les sujets de psychiatrie, j'ai fait un mémoire, sur la neurologie et mon directeur à l'époque m'avait dit, «Ça serait bien de voir un peu tout ce que la neuro fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait neuroéthique?» Il y avait, neuromarketing, neuro je sais pas quoi, enfin vraiment à l'excès, utiliser le cerveau pour manipuler la personne. Est-ce que plus on connaît le cerveau, plus on connaît l'humain? C'était des questions que je me suis posées donc à ce moment-là et ça m'avait vraiment fascinée parce que ça on arrivait à aller au plus petit du plus petit comme jamais on pouvait dépasser, tout simplement le fait de voir le cerveau. On allait dans les connexions, on allait dans tout ça et puis après, c'était vraiment, exploité, à des fins qui n'avaient pas beaucoup de sens et qui étaient un peu dans la manipulation de l'identité, de l'être et de la conscience. Donc est-ce que connaître le cerveau était connaître l'être? C'est la question de la métaphysique occidentale dans le sens de Heidegger qui est: est-ce que plus j'ai l'impression de connaître quelque chose, est-ce que plus je connais vraiment l'essence de ce que ça constitue? Et ça m'a permis vraiment de relativiser entre connaître les connaissances médicales scientifiques et connaître la personne. Et je pense que des fois, je pense aussi vraiment en psychiatrie parce qu'on pense qu'on connaît les maladies, qu'on arrive à mettre les gens dans des cases. On arrive à saisir l'essence de la personne et souvent on est un peu à côté de la plaque malheureusement. Et je pense que ouais, établir que, donc c'était ça un peu mon postulat et vers ça que j'allais, que les neurosciences modernes pourraient être considérées comme une branche de la métaphysique occidentale dans le sens de Heidegger et j'aurais même pu, je pense, étaler ça à pas mal d'autres branches de la médecine. Donc c'est un concept qui m'a beaucoup portée à ce moment-là, que j'ai trouvé très intéressant, que je trouve très intéressant jusqu'à maintenant et ensuite, dont on a parlé un peu plus tôt, c'est les concepts de normal et de pathologique, de Canguilhem aussi. Je trouve que ça a toujours beaucoup, beaucoup de sens jusqu'à maintenant. Et dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a des concepts qui t'ont aidé jeune, adolescente, même maintenant? Est-ce que tu as eu des illuminations
qui t'ont permis d'avancer dans ton chemin de femme? Alors jeune, c'était le premier cours de philo sur, l'allégorie de la caverne de Platon. Mmh mh. Celle-là, je pense qu'on l'a tous adorée quand on Mmh était, mh mh. au lycée et c'est là qu'on se dit: «Ah, mais la philosophie, c'est vraiment trop bien». Donc l'allégorie de la caverne de Platon m'a beaucoup ouvert les yeux et c'est vrai que, encore une fois, d'un coup, ça met des mots sur des questions qu'on a ou des choses qui nous gênent, on sait pas exactement d'où ça vient et après en licence, on a beaucoup étudié, l'autorité, se soumettre à l'autorité et tout ce qui était en lien avec, la morale de Kant, mais également le fait de se soumettre à une autorité, qu'on considère comme figure d'autorité et toutes les petites expériences, socio-philosophiques qui allaient avec, donc notamment, l'expérience de Milgram, donc qui a été après, pas mal reproduite, dans plein de formats différents et j'avais trouvé ça très intéressant, le fait de ne pas comme ça se soumettre à une autorité parce qu'elle fait figure d'autorité et de se libérer un peu de tout ça. Donc ça m'a fait aussi un peu, je pense, grandir, j'avais l'impression de me sentir un peu plus mature, de m'éloigner assez, rapidement et sainement, d'une crise d'adolescence, qui ne veut pas se soumettre à l'autorité, mais de vraiment réfléchir à ce que ça voulait dire se soumettre à une autorité et réfléchir pour soi. C'est intéressant parce que quand je te demande les concepts qui t'ont aidé dans ta vie personnelle, j'ai quand même l'impression que c'est aussi beaucoup de concepts qu'on peut rapprocher d'une activité médicale. Mmh mh. Le Ouais. fait, l'allégorie de la caverne de Platon, le fait de pas se contenter des signes, des ombres, Mmh mh. mais d'essayer d'aller toujours chercher le réel pour pouvoir l'analyser et puis faire, un bon diagnostic, faire une bonne écoute et cetera. Mmh mh. Et l'expérience de Milgram avec l'autorité et cetera, la relation médecin-patient, Mmh. ça me fait penser quand même à des concepts qui sont aussi utiles dans notre travail. On voit que C'est c'est vrai. intriquement lié chez toi, la médecine et la philo. Ouais, ouais, c'est marrant, tu vois, j'avais même pas fait attention à ça. Et j'ai pensé à ça aussi, l'expérience de enfin l'allégorie de la caverne de Platon. Hem, Moi, je pense toujours au fait que, par exemple, quand on analyse une biologie, quand on analyse des examens complémentaires, on nous donne des signes, des valeurs numériques qui peuvent s'apparenter aux ombres de la caverne. Et ce qui est intéressant, c'est pas de se contenter des chiffres, des valeurs, mais c'est d'aller les questionner, c'est d'aller leur demander qu'est-ce qui se passe dessous. Et on a tendance à analyser ça avec des grilles de lecture parfois binaires. Ouais. L'intervalle de normal, bah, c'est normal, vous n'avez rien. C'est juste au-dessus, juste en dessous, bah, vous êtes malade. Mmh mh. C'est Ouais, c'est ouais, exactement ça, ouais. est-ce que tu penses qu'on devrait enseigner la philo aux médecins? Je pense que toute forme de réflexion est intéressante à incorporer dans un cursus médical et un vocabulaire philosophique serait intéressant pour peut-être qu'il y a des personnes qui ont, vraiment des gênes ou des questions, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui les gêne et sur quoi ils sont en train de se questionner et la philosophie apporte quand même vraiment de la clarté par rapport à pas mal de choses. Mais en tant que pousser, jusque là où moi je l'ai fait, je pense pas que ça soit nécessaire, c'est vraiment chacun et s'il est passionné par ça. Mais avoir une culture philosophique, sachant que pendant longtemps les philosophes et les médecins, ont fait partie d'un même, corpus en fait, hein. C'était vraiment la médecine dans les humanités, la philosophie dans les humanités. Donc il y a quand même à l'origine des choses qui sont communes qu'on ne peut pas, renier aujourd'hui. Et il y a forcément des choses, qui existent en philosophie, qui peuvent nous aider à être, de meilleurs médecins. Tout à fait. Hem, Chez un de nos confrères ou de consoeurs qui est complètement naïf de philosophie, qui a complètement laissé tomber cette matière, depuis la fin de terminale, est-ce que tu pourrais lui recommander de commencer par un point particulier, un philosophe, un concept, un livre, une époque, que Mmh. sais-je? Pour quelqu'un qui n'aurait pas fait de philosophie depuis longtemps, moi je dirais de lire, Écrits sur la médecine de Georges Canguilhem. Le Normal et le Pathologique est un peu dense quand même comme premier bouquin, un peu plus épais, mais les Écrits sur la médecine, c'est un livre très court,
très intéressant, très facile à lire. Donc je dirais de commencer par ce bouquin-là. Et après, il y a quand même pas mal de choses ces dernières années que j'ai vues naître en pont entre la philosophie et la médecine. Pas mal de DU qui commencent un peu à émerger par-ci par-là. Il y en a un très bien, un DIU entre Toulouse et Bordeaux, et je crois Marseille aussi, qui est psychiatrie et philosophie, phénoménologie et psychiatrie, c'est très intéressant. Et il y a eu en 2016 le début de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu, que le docteur Cynthia Fleury a fondé, et c'est elle qui le gère, avec des cours qui sont enregistrés et qui peuvent être diffusés sur YouTube. Je sais que c'est un amphithéâtre et c'est ouvert même aux patients, aux médecins, aux internes, un petit peu à tout le monde. Donc je pense que s'intéresser à ça aussi, ça serait plutôt pas mal. Et après, le pont évident aujourd'hui philosophiquement, c'est l'éthique. Donc tous les comités d'éthique dans les hôpitaux, il y a des DU en éthique qui ont, je pense, qui sont encore plus nombreux après la période du Covid. Euh, mais voir un petit peu tout ça, ça serait déjà pas mal, ouais. Super. Est-ce que tu peux me dire, après avoir passé quelques minutes avec toi, quel usage est-ce qu'on peut faire de la philosophie dans un cabinet médical? Je pense que ça sera pas forcément une réponse que toutes les personnes peuvent partager, parce que dans un cabinet médical, là, si on parle en plus avec l'exigence du rythme qu'il faut avoir et les patients qu'il faut voir et le nombre de consultations qu'on est censé caser en une journée, on ne pourra pas prendre le temps qu'on aura envie de prendre. Mais je pense que la philosophie peut vraiment aider, surtout pour effectivement les médecins généralistes qui sont après médecins traitants, qui ont quand même vraiment besoin d'avoir un véritable lien avec leurs patients. Ça serait vraiment de s'intéresser à tout type de concept philosophique qui permet de s'éloigner du dualisme cartésien. Le dualisme cartésien, ça fait vraiment que diviser la personne. On se retrouve à, comme tu as dit un peu plus tôt, à uniquement répondre à des symptômes sans répondre à une personne. Et là je rejoins complètement ton concept à toi de médecine intégrative, sur lequel tu as quand même écrit un bouquin, qui je trouve est le meilleur point de vue qu'on puisse avoir quand on voit un patient pendant longtemps, ou quand on est médecin traitant, ou quand on est médecin en cabinet, qu'on est vraiment seul devant le patient. Le patient ne peut pas rester un tas de symptômes, le patient ne peut pas rester un motif de consultation, c'est pas possible. À la fin, je pense qu'on n'est pas du tout épanoui dans ce qu'on fait, on n'a pas l'impression d'avoir répondu à quelqu'un, mais d'avoir tout simplement répondu à un symptôme. Et pour ma part, je ne pense pas que ça serait une médecine très épanouissante pour les médecins qui le feraient. Qu'est-ce qui a changé dans le médecin en toi au cours de tes études de philo? Tellement de choses. Beaucoup de choses. J'étais, comme tous les étudiants en médecine, orientée sur la performance, il faut venir, faut avoir les meilleures notes, faut réviser les partiels. C'était quand même très carré les études de médecine au début. Et puis après, arrivé à l'hôpital et n'ayant pas trouvé le type de médecin qui me correspondait et la pratique qui me correspondait, j'ai eu super peur. Franchement, au départ, je me suis dit, en fait, je crois que je suis pas du tout arrivée à la bonne époque avec les médecins qui sont vraiment des médecins. Là, c'est vraiment juste des machines, des ci, des ça. Et ça m'avait fait beaucoup de peine à l'époque, parce que j'avais peur du coup de pas être à ma place, et on le découvre très tard, en plus, hein, si on est à sa place ou si on n'est pas à sa place, donc c'est hyper effrayant. Et la philosophie m'a vraiment fait découvrir ce monde qui est entre la médecine et la philosophie, où il y a quand même quelques médecins, il y a quand même quelques collègues, donc j'ai quand même quelques collègues hein, aujourd'hui qui font les deux, ou en tout cas qui ont une réflexion philosophique dans leur pratique. Et ça m'a vraiment aidée à savoir quel genre de médecin je voulais être, et puis après à confirmer la spécialité que je voulais faire, et à me permettre d'être vraiment au plus proche de mon patient, et en fin de journée à sentir et à ressentir que je n'ai pas fait que répondre
au DSM, ou au code de la CIM10, au F43 je sais pas combien, au F32 je sais pas combien, mais vraiment de répondre à une personne. Et puis après, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, la thèse que je fais jusqu'à maintenant m'épanouit beaucoup, c'est beaucoup de travail. Mais quand j'ouvre ce genre de bouquin et que je me remets un petit peu dans ce monde qui fait de moi, je pense, vraiment le médecin que je suis, ça me réconforte beaucoup et ça me permet vraiment, je pense, de m'inscrire dans l'humanité et pas uniquement de faire des gardes. Belkis, je te remercie infiniment. On va arriver à la fin de l'épisode. C'était passionnant. J'ai passé un moment absolument génial avec toi. Et ça nous a vraiment permis de rejoindre la philo, la médecine. Et ça nous a permis d'évoquer plein de concepts super intéressants qui sont peut-être à contre-courant de ce qu'on demande à nos confrères, aux médecins, en libéral, au cabinet, qui ont de multiples injonctions comptables, numériques, de vitesse, de croissance, d'aller vite, de soigner des symptômes et pas le patient qui est en face de nous. Et ça fait du bien, on en a cruellement besoin. Avant qu'on se quitte et que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce que tu peux me dire si tu as des projets futurs? Valider cette thèse de philo, enfin, qui traîne, hein. Les thèses de sciences humaines traînent toujours un peu plus que les thèses de sciences, dures, comme on aime bien le dire. Donc déjà terminer cette thèse de philo, continuer à faire mes remplacements. Pour l'instant, je m'amuse beaucoup à faire des remplacements entre la psychiatrie et la médecine du sommeil. J'arrive enfin à découvrir cette liberté d'être médecin que je n'avais pas en tant qu'interne. Donc déjà pour l'instant, je vis un peu dans ce plaisir pour l'instant. Et puis après, j'ai des projets de clinica aussi, donc c'est pas encore tout à fait fait, donc j'ai pas envie de trop en dire, mais des petits projets de clinica pour sur la prochaine année. Et est-ce que tu auras envie, dans un avenir moyen ou long terme, de participer à la réflexion sur notre métier, à l'échelle plus ou moins locale ou qui sait si ça irait plus loin? J'aimerais bien, oui, si ça se fait. À un moment, j'aimerais beaucoup. Super. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'on n'a pas parlé de ton activité d'illustratrice. Tu Mmh. fais de magnifiques, objets de papeterie que Ouais. tu, présentes notamment sur Instagram. Est-ce que tu veux nous présenter les, coins où l'on peut voir ton travail en tant que philosophe, en tant que médecin et en tant qu'illustratrice? Alors on peut essentiellement me retrouver sur Instagram, comme tu as dit, où je suis Dessine-moi la médecine, où je parlais jusqu'à très récemment très peu de mon parcours, hein. J'avais plutôt envie de présenter ce que je faisais sur le plan créatif, donc des illustrations médicales. Donc plutôt sur Instagram et puis après j'ai également un portfolio en ligne sur, Squarespace et sur le plan professionnel, on peut me retrouver sur LinkedIn. Et puis après dans le site officiel, de mon école doctorale où on publie, nos travaux de recherche. OK, si on est armé d'un bagage certain en philosophie. Merci beaucoup Belkis. Merci à toi Mathieu. Salut. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!